On a une crise financière monétaire internationale qui est le grand sujet. En même temps, on a une décomposition de l'Europe, un risque de guerre. Aucun des candidats ne traite ces sujets. 2 tiers des Français ne sont pas intéressés par la campagne. Il faut mettre ces sujets sur la table et en faire une matière de vision, de projet pour relever le défi. Vous trouvez que dans la campagne actuelle, les hommes politiques ne parlent pas assez de la crise et des remèdes à apporter à la crise? Ils en parlent, mais ils parlent comme d'un ensemble de choses, de statistiques sur un corps malade, au lieu de se dire il faut changer de système. Et changer de système, ce n'est pas faire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose du futur, c'est au moins revenir à ce que Roosevelt avait fait aux États-Unis et à ce qu'on avait à la Libération en France. C'est-à-dire? C'est-à-dire un système où l'argent soit orienté par une banque nationale qui est le chef d'orchestre et qui est une banque publique d'investissement, qui est d'un crédit public, et en même temps qu'on sépare d'un côté les banques de dépôt et de crédit, qui doivent faire gérer les dépôts et donner du crédit à l'économie et aux ménages, et de l'autre côté les banques d'affaires. La réduction de la dette, qui est quand même quelque chose d'important, y compris dans la réduction de la crise. Est-ce que vous pensez qu'elle n'est pas indispensable? Je vais vous dire quelque chose qu'on sait dans le milieu de la bourse et le milieu des banques, cette dette ne pourra jamais être remboursée. Et il n'y a que 3 moyens d'y mettre fin. Je ne parle pas de la dette française, je parle de la dette qu'il y a dans le monde. 3 moyens, la première c'est l'inflation, une hyperinflation qui se dessine à l'horizon, puisqu'on a émis de l'argent sans créer de la richesse et sans créer des choses utiles à l'homme. La deuxième, c'est une déflation draconienne. Et j'avais vu, par exemple, un Benjamin Lancard des Jeunesses populaires faire l'éloge du Laval de 1935. J'en étais vraiment assez surpris. Ouais. Donc, ça serait cette politique-là. La politique de Brüning en Allemagne en 1932. Et puis, il y a une troisième méthode qui est de dire, voilà, il y a des dettes légitimes, il y a des dettes illégitimes. Les illégitimes, il faut proclamer un moratoire ou ne pas les payer. Et les autres, les légitimes, il faut les payer, il faut les maintenir. Et pour ça, je vois la nécessité de cette séparation de banques de crédit et de dépôt et de banques d'affaires. Aujourd'hui, ce qu'on voit en Europe, on donne à 1% sur 3 ans, 489 milliards en décembre, 529,5 milliards en février à 800 banques, alors qu'il y en avait 500 en décembre. Et on émet cet argent comme ça, qui circule, et les banques elles-mêmes vont remettre cet argent à la Banque Centrale Européenne et pas le donner à l'économie parce qu'elles n'ont pas confiance. Donc c'est pas moi qui n'ai pas confiance, c'est les banques elles-mêmes. Quelque chose de fou. En fait, vous diriez que c'est qu'il y a une espèce d'évaluation qui ne dit pas son nom. C'est quelque chose qui ne veut pas dire son nom. C'est comme pour la Grèce. La Grèce n'a pas fait défaut, elle a volontairement fait une politique de massacre social. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Mikis Theorakis ou Manolis Glezos qui disent on a eu l'occupation d'Asie, maintenant on a une occupation financière. Ce n'est pas du même ordre, mais c'est une occupation financière qui peut créer les conditions. Je ne sais pas, le sommeil de la raison engendre des monstres, et on peut voir apparaître ces nouveaux monstres. Ils sont à l'horizon pour moi. Vous pensez qu'au fond, sur la Grèce, on aurait dû considérer qu'une partie de la dette était légitime et une autre partie illégitime? Et surtout, on n'aurait pas dû faire ce qu'on a fait. Goldman Sachs a complètement couvert les comptes de la Grèce, puis au moment où la Grèce était en difficulté, ils se sont dit tiens, on va le dire, on a acheté des crédits de default swaps, on a acheté des assurances sur la dette grecque, et on fait un bénéfice énorme sur ça. On est en train de jouer contre l'intérêt de ses propres clients. Enfin, c'est un manque de déontologie absolu. Et la meilleure chose que j'ai vue pour définir la situation, c'est un dessin de Plantu, où on voit Berlusconi en Italie s'éloigner avec sur le dos une femme dans le plus petit appareil, le plus simple appareil, et on dit bunga bunga, c'est fini. Puis on voit arriver Monti avec Goldman Sachs, le grand coffre de Goldman Sachs sur le dos, et en disant voilà ce qui commence, c'est la moralisation de la vie publique. Donc on est dans un milieu où on renfloue les banques d'affaires, celles qui ont triché, joué et très souvent perdu, et on impose une austérité au peuple. C'est jouer avec le feu comme on a joué au début des années 30. J'ai lu votre livre programme, et on s'aperçoit que vous consacrez beaucoup de lignes à l'oligarchie. Cette oligarchie financière que vous décrivez par ailleurs. Comment est-ce que vous définiriez l'oligarchie qui, en ce moment, pèse sur l'Europe? Elle pèse effectivement sur l'Europe parce qu'elle a une vision du monde de conserver les choses. Qui la compose, cette oligarchie? L'oligarchie est composée par un mélange de milieux d'affaires, de conglomérats d'intérêts financiers, de gens qui ne s'aiment pas entre eux mais qui ont la même conception du monde. Garder le pouvoir pour nous et ne pas vouloir que se développe une économie qui donne sa chance à tous.
c'est une oligarchie qui est malthusienne par définition et, je dirais, incestueuse. J'ai bien aimé le livre de Sophie Coignard, qui n'est pas très contente que je la cite, mais enfin, c'est très bien fait, l'oligarchie des incapables, liée en France au népotisme d'État. Et on a ce système qui s'est mis en place et qui fonctionne et qui tourne à vide avec, auparavant, il y avait des oligarchies en France, il y avait des oligarchies, disons, des milieux artistiques, la showbiz parisienne, il y avait une oligarchie financière, puis l'oligarchie administrative, les énarques, tout ça aujourd'hui dans une ténébreuse et profonde unité, et on est dans un système qui se met en place, dont on a l'impression qu'on ne peut pas sortir si on reste dedans. Mais il y a une oligarchie européenne aussi. Oui, bien sûr, elle est européenne, et nous avons attaqué très souvent cette oligarchie britannique qui n'a rien à voir avec le peuple anglais, mais qui est celle des milieux de la City. Il y a eu un excellent film sur France 5 de Mathieu Verboux, le 18 octobre, j'en fais la publicité parce que c'est un film excellent sur la City et ce qu'est la City. Alors il y a le pouvoir financier, puis il y a l'intimidation culturelle. Oui, pour en finir, c'est ça votre programme, avec Wall Street et la City. Oui, d'avoir un monde où, comme le voulait Roosevelt, comme le voulait De Gaulle, dans un certain sens, la politique de la France ne se fasse pas à la corbeille. Aujourd'hui, il n'y a même plus de corbeille. Il y a les machines électroniques qui jouent dans des marchés particulièrement opaques que la directive MIF, qu'on ne connaît pas d'habitude, du 1er novembre 2007, mise en place par Nicolas Sarkozy, mais qui était européenne, permet aux banques de jouer dans l'ombre et de faire tous les rapports incestueux, tous les rapports d'initiés qu'on puisse imaginer. C'est très très grave. C'est à cela qu'il faut mettre fin. Alors on parle de l'euro, de l'euro, de l'euro. Le problème fondamental n'est pas celui-là. Le problème fondamental, c'est ces intérêts qui opèrent dans l'ombre, le shadow banking, comme le disent les Anglais, dans les dark pools, on dit en français, on est plus poli, les plateformes alternatives. Et là, il y a quelque chose qui est absolument contraire à l'esprit de la République et de la démocratie. Donc vous pensez quand même, vous mettez en accusation Nicolas Sarkozy et Angela Merkel dans le tour qu'ils ont donné à l'Europe. Ce sont des symptômes, ce ne sont pas des causes, mais ce sont des symptômes actifs. Est-ce que lutter contre les flux migratoires, vous avez dit au fond, ce n'était pas tellement contre les flux migratoires qu'il faut lutter, mais effectivement plutôt sur les flux financiers? Absolument. Pour ce qui concerne ces flux migratoires, moi je trouve aberrant que l'immigration soit au ministère de l'Intérieur en France. Il faudrait un ministère de la coopération, du co-développement et de l'immigration. Parce que l'immigration, et c'est l'émigration, c'est les deux mêmes choses, c'est les deux faces de la même chose. Il faut quelque chose qui développe l'Afrique, qui donne la chance aux jeunes Africains qui ont des diplômes d'être en Afrique et d'avoir un véritable développement dans leur pays. Et il faut les accueillir ici, pour les former, les développer. Et la circulaire Guéant, alors, dans ce sens-là, est une aberration.